je vous invite justement à regarder également dans la transition justement les différentes pistes qui ont été évoquées par SportMed pour faire la tête d'affiche en guise de trade union avec l'Olympique de Marseille de cette fameuse année zéro dont on nous a parlé. Gilles, comme tu le disais, c'est un plébiscite. Ribéry, Almada, Boga, Coutinho, 1362 votes, 69% qui ont voté justement pour Almada. Je vais commencer par Kevin. Kevin, il est l'heure de rêver, alors évidemment dans une certaine mesure, puisque Gilles en dira quelques mots tout à l'heure, il est aussi question des décisions de la DNCG qui ont été prises à l'encontre de l'Olympique de Marseille sur le contrôle des mouvements et de la masse salariale. Quel est pour toi, alors pas forcément non plus dans les joueurs qui ont été proposés par le compte Twitter de SportMed, justement, mais quelle serait pour toi la tête d'affiche idéale pour incarner ce nouveau projet, cette nouvelle année zéro? Après, c'est vrai que dans la dernière émission de la semaine dernière, on évoquait aussi déjà un peu ça, un profil un peu qui irait avec Marseille. Bon, après, c'est toujours pareil, j'avais déjà répondu ça, mais tout dépend la lisibilité qu'on va avoir sur les moyens. C'est vrai que là, en ce moment, il faut être honnête, on ne sait pas. On n'en sait pas beaucoup plus. C'est le flou total. Qu'est-ce qu'on a? D'où ça vient? Mais je vais essayer d'aller être le plus direct possible. Je vais me remémorer notre dernier titre de champion de France avec Didier Deschamps. Moi, le personnage qui a incarné son projet OM, c'était Lucho González, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. De par la personnalité, évidemment, de par le côté sudiste, latin, le côté un peu élégant, argentin. Voilà, ça collait à Marseille, ça plaisait, ça a tout de suite matché. Je dis pas que là, ça marcherait un peu de la même manière avec Thiago Almada, mais dans la liste en tout cas qui était suggérée pour le sondage, moi, tout de suite, la jeunesse de ce gamin, bon, je suis très honnête aussi, j'ai pas vu non plus une foule de matchs de Thiago Almada, des petits morceaux par-ci par-là, des petites vidéos, je pense, comme tout le monde par-ci par-là. Certains pourront peut-être en parler beaucoup mieux que moi, mais je me dis, dans cette liste, pourquoi moi, par exemple, je ne choisis pas Coutinho, vu qu'on l'évoquait tout à l'heure? Coutinho, je ne le choisis pas parce qu'il y a plein d'incertitudes qui l'entourent, Coutinho. Aujourd'hui, à l'état de sa carrière, où est-ce qu'il en est? Alors, vous allez me dire, mais Thiago Almada, on ne sait pas plus non plus. Il vient à peine d'éclore un petit peu en Argentine et de se faire un nom. Mais sur le papier, je partirais sur Thiago Almada de par le potentiel. Il a l'air d'avoir quelque chose, Thiago Almada. Stéphanie, est-ce qu'on va privilégier la jeunesse? Est-ce qu'on va privilégier justement la fougue d'un jeune Boga qui avait justement, étant jeune, foulé les terres marseillaises? Est-ce que Ribéry serait aussi une alternative à la tête d'affiche qui serait intéressante pour cette nouvelle année? Ou est-ce que toi, tu te serais tourné, d'ailleurs il n'est pas exclu non plus que l'Olympique de Marseille ne se retourne pas vers un autre nom que ceux qui ont été évoqués jusqu'ici pour pouvoir être vraiment cette figure de proue du projet. Qu'est-ce que tu vois, toi, justement, comme tête d'affiche idéale pour ce projet? Alors moi, sur le sondage, j'ai voté Almada aussi par rapport à ce qui était proposé. Parce qu'en fait, c'est l'avenir. C'est plus pour ça. Mais après, tête de gondole, pour moi, ça peut pas aller avec un jeune de 19 ans. Je trouve ça un peu trop jeune. Il a encore rien montré. Enfin, nous, on le connaît pas assez pour dire que ça peut être une tête de gondole. Mais parmi les quatre, c'est celui que j'ai choisi. Il y a quelques jours, on a entendu parler de Ribéry. Je pense que même s'il a 38 ans, je crois, c'est ça. Clairement, on connaît le bonhomme, on sait que s'il vient, il va tout donner. Et en plus, il est encore au top. Je crois qu'il était titulaire à chaque match, qu'il était vraiment dans l'équipe où il était l'année dernière, il était vraiment encore au top de sa forme. Moi, je ne serais pas contre un retour de Ribéry, parce que ça aurait de la gueule quand même. Après, si on part sur des joueurs, moi, pour lesquels j'ai des petits coups de cœur. Alors, c'est pas un joueur bankable, mais moi, j'adore Lucas Hernandez. J'adore ce gars-là parce que il est hyper hargneux.
il va tout le temps au contact, il lâche jamais rien. C'est un gagnant, ce gars-là. Moi, j'adore. On aurait un mec comme ça dans l'équipe, les centres et tout. Enfin, et puis il est Marseillais. Enfin, il est né à Marseille. Moi, c'est un petit coup de cœur pour ce joueur-là. T'as ce joueur-là dans ton équipe. On l'a vu en équipe de France. Hein. T'as ce Il a joueur-là manqué, dans d'ailleurs. ton équipe. Voilà, t'as ce joueur-là dans ton équipe. Quand il est là, t'es tranquille, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce joueur-là. Après, si tu me demandes de rêver, c'est Haaland. Hein. Mais bon, là, je rêve. Effectivement, il est question de rêver un petit peu, mais pas trop. Par contre, ce que j'aime, Stéphanie, c'est que tu nous proposes un nom et que tu nous donnes des arguments et qui sont effectivement très appréciables. Cédric, on oublie le sondage de SportMed et des propositions qui ont été faites. On essaie de rêver dans une mesure qui reste cohérente aussi pour l'Olympique de Marseille. Quel joueur pour toi en tête d'affiche? Et pourquoi? Dans la mesure, pourquoi pas, parce dans les anciens lives de Sportman, on disait qu'il y avait une connexion avec le Barça. Pourquoi pas Griezmann, qui en attaque fait beaucoup et qui redescend beaucoup, qui peut plaire un peu à la philosophie de Sampaoli, qui aime bien cette mentalité. En plus, il aime Marseille. Il est vraiment un attache. Après, voilà, c'est aussi sûr que, comme Stéphanie, si on doit partir dans des délires un peu plus hauts, pourquoi pas Messi? Oui, il est libre. Hein. Il est libre. Il est libre, l'ami. Il est libre. Voilà, quoi, c'est une grosse marque, donc tout ce qui est vente de maillots et tout, il est rentabilisé. Mais après, voilà, ça, c'est de l'utopie, quoi. Mais Griezmann, c'est un bon choix aussi, hein, franchement. Ouais, c'est un choix, par contre, onéreux. Kevin, pour toi, justement, je pense qu'il faut aussi privilégier quelqu'un qui a l'amour de l'Olympique de Marseille. Sur cette tête d'affiche. Alors, est-ce qu'on privilégie quelqu'un justement qu'on a vu à un niveau exceptionnel dans les 2 années qui précèdent un petit peu le début de la saison prochaine, ou alors est-ce qu'on va choisir aussi un joueur dont on le sait qu'il va exploser à l'Olympique de Marseille? Tu es plutôt favorable à quoi, toi? Après, c'est vrai, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai vraiment réagi au sondage et à la liste qu'il y avait dedans. Après, je rejoins Stéphanie sur une chose qu'elle dit et qui est vraie quand même, faut l'avoir en tête, enfin je pense, pour incarner vraiment un projet, là tout de suite on a, parmi les recrues qu'on a déjà signés et les potentiels, celui qui aurait peut-être ça va pas être un Guendouzi, ça va pas être un Thiago Almada, ça peut être un Gerson pour une tête de gondole. En fait, c'est plus sur l'appellation, tête de gondole, tête d'affiche. Ça va plus être quelqu'un comme ça. Je rejoins Stéphanie, peut-être plus que par rapport à l'âge. Almada, ça collerait un peu moins. Mais après, moi, je préférerais un joueur confirmé. Idéalement, si vraiment on a les moyens, qu'on peut faire entre guillemets ce qu'on veut. Oui, quelqu'un qui a la hargne, qui se bat sur le terrain, ça a toujours marché à Marseille, ça. Les Gabi Heinze, les joueurs comme ça a toujours fonctionné. Lucas Hernandez, c'est vrai que là, on a fait tout à l'heure la partie équipe de France. Il était blessé, malheureusement. On a vu tout de suite la différence. Pour moi, ça serait super. Hein. Un Lucas Hernandez, moi, je préférerais un joueur confirmé que quelqu'un qui va potentiellement confirmer. Quelqu'un qui va potentiellement confirmer. Justement, en parlant de quelqu'un qui va confirmer, Gilles, je me permets de revenir vers toi. Je ne suis pas certain que tu aies voté pour Almada, ce qui n'est pas mon cas non plus. Tu peux me dire un petit peu pour toi justement ce qui serait justement cette tête d'affiche. Est-ce que cette tête d'affiche doit forcément être une piste onéreuse? Est-ce qu'on va s'attacher à un profil? Est-ce que ça va être un amalgame de plusieurs choses? Je sais que ta réponse sera étayée, c'est pour ça que je me permets de poser différents axes de réponse. Pour moi, une tête d'affiche, ça doit être évidemment un nom et évidemment, ça doit être un amalgame, une combinaison entre le nom et ce qu'il représente dans sa carrière, par sa carrière, pardon, et par son palmarès et son parcours, et également, évidemment, la qualité intrinsèque du joueur. Parce que si on n'a que le nom et que le palmarès, on fait du Beckham, on fait ce qu'a fait le PSG, c'est-à-dire stars et paillettes uniquement pour vendre des maillots, ce qui n'est pas dans l'ADN du club, de notre club. Non, c'est une combinaison des deux, un savant mélange, un équilibre entre le nom et alors
Vous allez me dire, oui, mais Coutinho, parce que c'est Coutinho, évidemment, mon choix, pardon. Je voulais utiliser, mais je l'ai révélé plus tôt que prévu. Mais oui, mon choix, c'est Coutinho. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le joueur qui, par son palmarès et puis par son aura, par son statut d'international brésilien, même s'il a jamais encore, ils n'ont jamais encore gagné de titre international avec la sélection, ça sera peut-être pour l'année prochaine, et par son parcours, par son expérience et par ses qualités qui pourraient être celui-ci. Parce que Almada, pour moi, c'est un joueur en devenir, sans doute, hein, une promesse, comme on dit. Ribéry, c'est peut-être un peu trop tard et un peu trop risqué. Et puis, pour moi, ça serait dangereux parce que on pourrait... c'est à double tranchant. On pourrait très vite, le Vélodrome pourrait très vite se retourner contre lui si ses prestations n'étaient pas à la hauteur. Il est quand même 38 ans, ça commence même s'il y a l'envie, ça commence à peser dans les jambes. Et Boga n'a pas encore cette stature-là de joueur confirmé dans mon esprit. Donc Coutinho, pour moi, c'est la combinaison idéale. Alors oui, c'est blessure, ok. Ben, c'est un pari, évidemment. C'est un pari de toute façon. Pour les quatre, hein, c'est un pari. Mais moi, j'ose imaginer que dans des bonnes conditions, dans un championnat de Ligue 1 qui serait à sa portée, en confiance, avec un objectif de Coupe du Monde dans les 15-16 mois à venir et de manière à ce qu'il puisse avoir en ligne de mire cette envie de retrouver la sélection et d'aller chercher le Graal au Qatar en 2022, je pense que Coutinho pourrait être un choix, évidemment, dans la mesure du possible, le choix idéal. Et puis Coutinho, c'est Coutinho. Il est passé par Liverpool, il est passé par Barcelone. Voilà, c'est quand même en guise de marketing également, une tête d'affiche qui pourrait attirer des sponsors. Et je dis pas ça innocemment, parce que peut-être qu'on en parlera très bientôt, mais si montage il y a pour tenter un coup avec Coutinho, sans doute que les sponsors seront impliqués. Mais également, ne l'oubliez pas, les droits télé et la résonance, la caisse de résonance que peut être également le Brésil avec Gerson et Coutinho. Vous avez vu que Fox News va diffuser les matchs de Ligue 1 au Brésil à partir de la saison prochaine. Et il peut y avoir également un plan marketing très, très intéressant avec enfin l'OM qui se développe en Amérique du Sud avec des joueurs de qualité. Je ne parle pas en prenant des pingouins qu'on a eu ces 10-15 dernières années qui parfois n'avaient de Brésiliens que le nom. Voilà. Et Gilles, on a aussi David Luiz dans le même esprit un peu, qui est beaucoup cité ces derniers temps. Oui, mais moi, je n'y crois pas au retour de... Pour moi, il ne faut pas le faire. Et puis, non, ça y est, c'est du réchauffé. On a eu le débat la semaine dernière, faire du 9 avec du 2, j'y crois pas. Et puis, excusez-moi, mais Coutinho, c'est quand même autre chose que David Luiz. Avec tout le respect que j'ai pour David Luiz. Il est beaucoup plus jeune. Et Coutinho, c'est la classe internationale. Quand il était au top, pour moi, il faisait partie du top 10 des meilleurs joueurs du monde. Oui, c'est sûr. Sabri, que l'on salue, qui nous dit justement, et Kevin, tu pourras répondre à ça si tu le souhaites, la tête d'affiche, nous l'avons déjà, et c'est Milik. Que penses-tu de ça? C'est très intéressant, ça, comme argument. Je me permets une petite parenthèse parce qu'on évoquait juste avant Franck Ribéry. C'est pas de l'auto-promo, mais je fais un petit coucou à Ed et Momo El Tigré. C'est l'info SportMed, Franck Ribéry. Donc, c'est un petit coucou à eux. Petite parenthèse refermée. Et pour Milik, oui, on peut aussi, mais c'est vrai que là, si je dois comparer par exemple avec l'argumentaire absolument génial de Gilles pour Coutinho, Coutinho c'est quand même au-dessus encore, je trouve, de Milik, pour moi, en termes de renommée, d'impact. Si je dois comparer avec la liste, oui, forcément. Moi, là, par exemple, je dirais pas Milik, je dirais Coutinho. Mais Milik, par exemple, si on n'a pas un Coutinho et qu'admettons notre mercato s'arrête là, oui, on peut dire Milik. Ça peut incarner, ça peut être la tête d'affiche de l'année 0 du projet OM qu'on s'apprête à vivre. Cédric, question intéressante. On sait que lors de l'arrivée de Franck McCourt, justement à l'Olympique de Marseille, à l'automne 2016, si je ne dis pas de bêtises, la tête d'affiche du recrutement était Dimitri Payet. Est-ce qu'on reprend le même Dimitri Payet qu'on a connu à West Ham et on se projette justement dans l'avenir? Est-ce que pour toi, ça serait une erreur de le prendre pour élargir le débat, justement, en figure, en tête d'affiche du recrutement pour cette année 0?
En tête d'affiche, non, mais après, ce joueur a une valeur ajoutée sur l'effectif, quoi. Le Payet en forme, qu'on le veuille ou non, il fait des passes que nul peut faire actuellement dans cet effectif. Après, Gerson, on pourra en parler plus tard, mais de de la saison dernière, c'était le seul. Mais voilà, il faut qu'il soit au top de sa forme. Et à mon avis, Sampaoli, à la fin de la saison, il a mis beaucoup de pression et on l'a vu renaître quoi, de ses cendres. Mais après, tête d'affiche, non. Je veux dire, il faut construire sur d'autres bases. Malheureusement, il est sur la pente descendante. Il est quasiment à la fin. Quoi. Il faut partir sur autre chose. Et Coutinho, ce que disait par exemple Gilles, ça peut être une des têtes d'affiche. Quoi. Surtout que si on regarde l'effectif, il y a beaucoup de jeunes. Et à mon avis, il faudra mettre un peu des personnes qui ont un peu plus d'expérience parce qu'une saison, c'est long. Et des fois, il faudra des petits coups de pression pour remobiliser les forces pour repartir de l'avant, quoi. Alors, effectivement, n'oubliez pas tout à l'heure, tu parlais, Kevin, d'un petit coucou pardon, à Momo, Altigré et à Ed. Justement, un grand coucou. Et c'est pour ce genre d'informations qu'il faut évidemment nous suivre, que ce soit sur Twitter, sur YouTube ou justement sur la chaîne Twitch, sur laquelle, je le rappelle, il y aura un maillot de l'Olympique de Marseille à gagner. Abonnez-vous, les amis. Gilles, je te donne la parole. Tu nous disais en début d'émission justement que tu avais des révélations, si je puis dire ça de cette manière, à nous faire, justement. Donc, nous t'écoutons. Non, c'est pas des révélations. Tu me mets trop de pression, là. J'ai mal choisi mes mots, alors je t'écoute trop. On a discuté avec Jacques Cardoz, le nouveau directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, cet après-midi, en milieu d'après-midi, et il nous a un peu donné quelques éléments concernant cette DNCG. Voilà, on marche un peu sur des œufs, comment dire. Tout est une question un peu de posture et d'éléments de langage. Pour résumer, ils sont très très confiants. Voilà. C'est le mot confiance qui est revenu au cours de cette discussion comme un leitmotiv. On est confiant, on est conscient aussi, j'ai ma langue à fourcher, mais on est conscient aussi qu'il ne faudra pas dépasser cette enveloppe qu'ils avaient prévue. Mais la confiance est de mise tout simplement parce que c'est toujours pareil, l'encadrement des salaires, c'est l'encadrement des salaires par rapport au budget prévisionnel qui a été présenté. Mais quel est le budget prévisionnel qui a été présenté? On n'a pas une idée de l'enveloppe? On n'a pas une idée précise, mais par contre, c'est surtout un avertissement par rapport aux agissements. Hein, c'est un avertissement un peu rétroactif, en gros. D'accord? Par rapport aux agissements et aux comptes et aux erreurs du passé. La DNCG, qu'est-ce qu'elle dit pour vulgariser? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous avez fait des bêtises, ok? Cette saison, faites attention par rapport à votre budget prévisionnel, ne dépassez pas votre enveloppe que vous nous avez présentée. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, vous êtes un peu surveillé et vous êtes un peu, comment dire, si j'osais, un peu en sursis. Voilà, ok? Mais c'est toujours pareil. Tout dépend, encore une fois, de l'enveloppe qui a été présentée. Et si on s'en tient aux premiers éléments et aux premiers transferts qui ont été conclus et aux prochains qui vont se faire, il y a fort à parier que cette enveloppe ne nous brimera pas et qu'on ne sera pas frustré. Voilà. Donc, c'est pour ça que Jacques Cardoz, finalement, sans avoir l'air de... Enfin, comment dire, tout en étant très respectueux et en ne voulant pas faire de vagues par rapport à cette décision, en ne voulant pas aller à l'encontre de la décision et en respectant la décision de la commission de contrôle, nous a dit c'est plus formel qu'autre chose. Voilà. Pour faire un Kevin, je vais me tourner vers toi. Merci Gilles pour ta précision. Et déjà, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle dans les termes. Dernière petite chose, Romain, c'est qu'il nous a d'ailleurs, il y a un tweet qui a été placé il y a quelques minutes par le CM de SportMed. Il nous a précisé qu'il n'y a pas de possibilité d'appel. Ok. C'est-à-dire que ce sursis, ce contrôle un peu de l'encadrement
des salaires vaudra jusqu'à la fin du mercato, mais qu'en revanche, ils repasseront devant la DNCG au mois de novembre pour vraisemblablement retirer cette épée de Damoclès. Voilà. Merci pour la précision, Gilles. Kevin, pour faire un rapprochement justement avec Deschamps tout à l'heure, on disait que le groupe pouvait prendre la main sur lui. On a l'impression que l'OM peut prendre la main sur la DNCG, là où ce n'était pas le cas avant. J'entends en ces termes qu'on voit différents joueurs et différentes rumeurs qui sont susceptibles d'arriver. J'ai même vu tout à l'heure des tweets de différents agents qui annoncent des signatures telles que Guendouzi, justement, et des joueurs avec des salaires, justement, pas mirobolants, mais presque. On en conclut quoi de cette décision de la DNCG? A priori, moi, quand elle est tombée, j'ai eu l'impression, justement, que tout s'écroulait. Et finalement, on voit que finalement, la DNCG, on lui marche dessus pour revenir au terrain. On a presque l'impression qu'on peut gagner, même sans les décisions favorables de l'arbitre. Qu'est-ce que tu en penses? Il y aurait pas mal de choses à dire, mais je pense que la principale, on l'a dit juste avant, on ne connaît pas le budget prévisionnel présenté par l'Olympique de Marseille. À partir de là, on fait des suppositions, on fait des hypothèses, mais sur quoi on se base réellement, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils ont présenté. Maintenant, là où moi je m'interroge, Gilles parlait, et c'est vrai, juste avant de sursis, entre guillemets. Donc, quelque part, oui, quand la décision est tombée, on est un peu interpellé, on s'interroge parce que ça fait quand même plusieurs jours qu'on voit toutes les rumeurs, mais pas juste des rumeurs, des pistes. C'est du concret qui s'annonce, des officialisations qui commencent à tomber. C'est pas des joueurs avec des petits salaires quand même. Donc certes, on a économisé au niveau masse salariale avec les départs de Germain, Las Trotman, Florian Thauvin, etc., etc. Mais bon, Guendouzi, vous pensez qu'il va pas venir Alors certes, peut-être qu'il va faire des efforts par rapport à son salaire qu'il avait en Angleterre, mais il va pas venir, comme je l'ai dit tout à l'heure sur Twitter, pour des cacahuètes. William Saliba, c'est pareil. Alors je ne sais pas, c'est un prêt. Est-ce qu'Arsenal prend en charge une grosse partie? On ne sait pas. Mais c'est quand même. Excuse-moi, Kevin, juste te coupe parce que non, vas-y. Tu parles de Guendouzi et Saliba. Un petit complément d'information. C'est en très bonne voie, ça va se faire. On a eu la confirmation. Donc, ça va être des prêts avec option d'achat. Et c'est une question de détail à régler. C'est quasiment acté. Ils vont débarquer dans les prochaines heures. Guendouzi et Saliba. Voilà. Est-ce qu'on a une option d'achat aussi sur Saliba? Non. Je crois pas. Je crois que j'ai vu que non, je crois, pour Saliba. Voilà. Non, c'est Guendouzi où il y aura une option d'achat. Voilà. D'accord. Mais c'est quand même toujours au potentiel du joueur, en fait. Il est marqué ça. Pardon? Arsenal croit toujours au potentiel du joueur. J'ai vu ça sur Twitter. Ouais, peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas souhaité inclure. Alors, il faut quand même prendre en compte aussi, dans ce que tu dis, dans tes arguments, la baisse de la masse salariale avec les départs actés donc, de Germain, de Thauvin et de Thauvin. Je suis d'accord. Strootman. Et Strootman. C'est les fins de contrat. Je suis d'accord, mais même ça, moi, j'ai du mal à l'intégrer dans le sens où on doit recruter minimum une dizaine de joueurs. Alors certes, dans ces dizaines de joueurs-là, il va y avoir des prêts. Donc, probablement une prise en charge du salaire partagé. J'entends, mais en termes de nombre, moi, je ne crois pas qu'on va ressortir de ce mercato avec une masse salariale plus basse que celle qu'on a connue. Pour moi, elle va être bien plus élevée. C'est ce qui est prévu, hein, en tout cas. Alors là, ça va être du miracle. Les salaires annoncés, pour moi, ça va faire plus. Hein. Déjà, le salaire de Gerson, c'est de combien? C'est l'air énorme déjà. C'est pas 300, 250 ou 300, je ne sais plus, lui. C'est équivalent à Germain, la rémunération d'un Gerson, grosso modo. Mais vous avez encore une dizaine de joueurs à recruter derrière. Moi, franchement, je m'interroge. Il faut aussi peut-être compter sur les départs de Kaletakar et de Camara dans les semaines à venir, et peut-être de Benedetto. Et peut-être d'un Rongier. Oui, c'est vrai qu'on oublie peut-être les départs. D'accord. Je pense pas. Pour moi, c'est Kaletakar, Camara si l'offre est suffisamment intéressante, et peut-être Benedetto. Stéphanie, justement, pour correspondre un petit peu aux demandes de la DNCG et justement à ces joueurs qui vont arriver avec des salaires qui sont quand même conséquents, comme tu le soulignais, est-ce qu'il serait pas le moment justement de se séparer de quelqu'un comme Dimitri Payet?
Avant de te répondre, j'ai une question à poser à Gilles. Est-ce que tu ne penses pas qu'on est surveillé par la DNCG parce que justement notre budget est bien plus élevé que d'habitude? Je pense. Écoutez, ça, Moi, je pense. vous savez, quand vous parlez avec le directeur de la communication de l'OM, ça reste le directeur de la communication de l'OM. J'allais te demander, est-ce qu'il n'a pas fait un peu de com même avec toi, Gilles? Ben, c'est son poste. Bien sûr. Il ne peut pas tout, c'est pour ça, pas du tout coup, te dire. C'est pour ça que je te demande. Voilà. Et je vais vous dire mieux, il y a dans ma réflexion, je n'y voyais pas non plus comment dire, un sous-entendu malsain. C'est-à-dire que c'est son poste, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses aussi qu'il ne maîtrise pas, notamment dans tout le jeu du mercato et dans les agissements et dans comment dire, le travail de Pablo Longoria. Voilà. Donc, lui, il est dans son secteur, dans son domaine, il communique et il me raconte une storytelling. Ensuite, libre aux journalistes, aux observateurs, aux insiders, en fait, toute la sphère autour de la Team OM, hein, libre ensuite, avec ces arguments-là factuels, de se faire sa propre opinion, sa propre analyse. Il ne faut pas prendre forcément tout pour argent comptant, mais de ne pas écouter ce que nous dit le directeur de la communication de l'OM serait également une erreur. Voilà, c'est un juste équilibre. Donc, c'est très intéressant. On a eu une discussion d'environ 30 minutes. C'était très intéressant. C'est quelqu'un qui est très ouvert, qui a réellement une posture avec un état d'esprit complètement différent de l'ancienne équipe dirigeante. Hein. On ne pouvait pas faire pire de toute façon, ça c'est sûr. Et qui est vraiment enclin au dialogue, enclin à la discussion. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié nos échanges. Maintenant, ça reste le directeur de la communication de l'Olympique. Voilà. Okay, merci. En parlant de communication, je pense que vous l'avez compris, vous qui nous écoutez, c'est pour ça qu'il faut suivre SportMed, c'est pour ça qu'il faut réagir, c'est pour ça qu'il faut continuer de nous donner de la force sur YouTube, également sur la chaîne Twitch, très important. Je rappelle, un maillot à gagner suite à un tirage au sort lorsque nous aurons passé le nombre de 2000 ou 2500 abonnés. Cédric, toi qui étais le petit nouveau de l'émission, je te remercie, toi un peu plus que les autres, de nous avoir fait le plaisir de partager ce moment avec nous. La DNCG, pour conclure, ton opinion justement en ce qui concerne cette décision, est-ce que tu penses que ça va être un frein justement au choix de la future tête de gondole de l'Olympique de Marseille, ou est-ce que tu penses qu'on va pouvoir continuer à marcher dessus, si je puis employer cette expression? Moi, personnellement, je ne suis pas inquiet du tout. Je veux dire, on sort de la DNCG, on a un bâton sur la tête, et le lendemain, on va voir Longoria qui a négocié des contrats par-ci par-là, on voit des sommes, on a des dépenses. Je veux dire, limite, il s'en fout complètement de la DNCG. Je veux dire, quand on a un problème au niveau bancaire, tout, on ne va pas commencer à dépenser autant d'argent comme ça, quoi. Donc, moi, je reste confiant. C'est derrière, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'il se passe des choses et que ça va dans le bon sens. Vous savez, pour juste utiliser une image, c'est vrai qu'on a l'impression que l'OM a balayé d'un revers de la main la décision de la DNCG. C'est justement ce contre quoi Jacques Cardoz a essayé de combattre dans ma discussion. Vous voyez, il a dit non. Il a essayé de contourner un peu. Non, au contraire, il a essayé d'arrondir les angles en disant non, ne pensez pas qu'on a balayé ça et qu'on s'en fiche complètement de l'avertissement. Ça serait un peu comme si la veille, vous avez pris un rhume, vous voyez, vous avez le rhume, vous êtes un peu grippé, et qu'avant de sortir, votre maman elle vous dit « Je t'avertis, ne prends pas froid, mets ton écharpe ». Voilà, c'est un peu comme ça. Et ensuite, l'écharpe, vous la prenez, vous la mettez sur vous, et puis dès que vous avez passé le pas de la porte, vous la mettez dans le cartable. Vous voyez, allez, je la mettrai plus tard, l'écharpe, parce que le rhume, ça y est, il est passé, il n'y a pas de problème, tout va aller bien. Voilà, c'est un peu ça. Mais il n'empêche, encore une fois, qu'ils prennent avec respect et ils prennent note et ils respectent bien sûr cet avertissement, hein, cette remarque, on va dire, de la DNCG. Mais j'ai bien l'impression qu'ils n'ont pas du tout été surpris. Pas vraiment. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que la direction de Marseille n'a pas du tout été surprise de ce rendu. Oui et non. C'est-à-dire qu'en gros,
ça s'est joué à peu de choses. Si ils avaient réussi à vendre un joueur avant le passage le 29 juin, il n'y aurait peut-être tout simplement même pas eu d'encadrement et cette remarque de la DNCG. Je ne sais pas si on peut appeler ça un sursis, une remarque. C'est difficile de trouver le mot parce que c'est pas. Sur le rendu, c'était marqué sursis. Donc c'est vrai qu'après, Allez, on va l'appeler on peut interpréter. Mais la vente d'un joueur aurait permis de passer au travers. Ensuite, surpris un petit peu quand même, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient été clairs dans la présentation des chiffres et des documents précédemment. Un petit peu surpris, mais pas outré, pas choqué outre mesure, quoi. C'est pour ça, honnêtement, on en a fait tout un pataquès quand cette info est tombée. On avait l'impression, alors vous connaissez la guerre entre les croyants de la vente et les non-croyants. C'est reparti de plus belle. On brandit comme une preuve. Vous voyez, voilà, regardez. Non, en fait, ni d'un côté ni de l'autre. En gros, c'est un partout, balle au centre. Ni d'un côté ni de l'autre, cette décision ne peut être servie d'outil ou d'arme pour prouver quoi que ce soit. Voilà. En gros, les choses suivent leur cours. Vers quoi cela nous mènera, on le verra. Mais ce n'est vraiment pas un élément ni à charge ni à décharge pour prouver. On en voit certains qui disent mais alors, on est surveillé, on est contrôlé par la DNCG. Ça veut dire qu'il n'y a pas un rond. Où sont l'argent des investisseurs, etc., etc. Ni ça ne prouve, ni ça n'infirme, ni ça ne confirme quoi que ce soit. La preuve en est, c'est que le mercato continue sur le même rythme qu'il avait été lancé il y a quelques jours. Et comme l'a tweeté Ed il y a quelques jours, il y a 15 joueurs qui sont dans le collimateur, qui sont ciblés avec des accords, en plus. Avec des accords, exactement. Avec des accords, tu as bien fait de le préciser. Et il a dit, avant le 10 juillet, vous verrez que beaucoup seront actés. Et ce qui est en train de se passer, c'est en train de confirmer la prévision de Ed. On peut lui rendre... tirer notre chapeau. Plusieurs infos qui se confirment d'ailleurs. C'est même eux aussi qui m'ont parlé de Matteo Guendouzi il y a quelques jours. Oui, on a une cellule là il y a une grosse équipe recrutement. Une cellule mercato à Sportmed qui est vraiment très très efficace avec des informations qui se confirment régulièrement. Alors elles sont parfois confirmées par d'autres canaux d'information. On n'est pas les seuls. Mais ça fait plaisir. Il y a notamment, je pense à Massilia 13. Qui également fait un gros travail. Et on a souvent des infos qui se confirment avec Massilia 13 qui parle avec l'entourage des joueurs, avec des agents. Je le salue d'ailleurs, je lui passe un petit coucou. Voilà, il n'y a pas que nous sur la place, il y a plein de gens qui font un travail extraordinaire. Et voilà, je pense à tous les modos, HDK Soso, Débrief, Poliakem, toute cette équipe également qui a monté quelque chose, on en parlera peut-être lundi, mais qui a monté une plateforme là où se retrouvent plusieurs médias du digital et c'est très très intéressant parce que du coup on peut échanger entre nous. Et moi je voudrais, excuse-moi Romain, je suis un peu long, mais je termine là-dessus. Je t'en prie. Répéter que l'ADN de Sportmed, l'ADN de Sportmed, ça reste quand même un média digital avec un ADN réseau social, avec une interaction avec nos auditeurs, avec le chat. Alors même si parfois, évidemment, c'est pas toujours évident, mais ça se fait souvent également dans des échanges en privé, dans des chats par ailleurs, sur Discord, sur YouTube, des échanges, sur Twitter. Voilà, c'est à mon avis l'avenir, c'est-à-dire les concurrences et se tirer dans les pattes et se troller à longueur de journée, c'est complètement stupide. Si on essayait, nous, petits médias digitaux, plutôt de s'unir, de se fédérer pour créer une caisse d'information, une caisse de résonance alternative aux médias mainstream qui ont également leur rôle. Il ne s'agit pas de jeter tout le monde à la poubelle et de dire ouais, les médias mainstream, c'est fini, c'est nous, les nouveaux médias. Non. C'est pas ça, c'est que je pense que le paysage médiatique aujourd'hui, il est temps que les médias digitaux se fassent une place et que ce soit une alternative. Après, libre à chacun de venir piocher ses émissions, ses informations, où bon lui semble. Mais en tout cas, il mérite, le public mérite et la Team OM mérite d'avoir le choix. Voilà. C'est sur ces belles paroles que nous allons conclure justement cette émission. Stéphanie, merci d'avoir représenté la jante féminine de l'Olympique de Marseille. Je t'en prie, avec plaisir. C'était un plaisir partagé. Messieurs, Poliakem, justement, qui est en notre présence, Kevin, le prof Travis, Gilles, que l'on ne présente plus,
Merci à vous, messieurs, pour vos arguments. J'embrasse également ma femme pour pouvoir rentrer chez moi parce que je ne veux pas qu'elle pense que je l'ai oublié, eu égard. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, restez connectés sur SportMed. On n'oublie pas de nous suivre sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch pour tout savoir justement des nouveaux transferts ainsi que de ce qui peut se tramer avec la DNCG. Continuez d'être derrière nous et je n'ai que ce mot-là à la bouche, SportMed, parce que c'est ici que ça va se passer. Et il y aura l'émission de samedi prochain à 18h, justement, également de Made in Marseille et tout un programme. Alors, pour connaître le programme, suivez-nous sur SportMed et nous ferons le nécessaire pour pouvoir vous rendre hommage à travers des émissions que nous aimons beaucoup partager avec vous. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre participation à tous et merci au Modo et à tous ceux qui ont rendu ces émissions possibles. À bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde, à bientôt. Au revoir. À bientôt, bon week-end. Bonsoir.